Il y a environ 2 ans, on parlait tous des explosions de salaire dans la tech, du nouvel Eldorado et de licornes qui gambadaient dans les champs. Avec quand même une petite voix qui disait « Ouais, on n'assisterait pas un peu à une petite bulle là ?» Eh bien, 2 ans plus tard, le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, le mur de la réalité vient d'apparaître et que plusieurs personnes l'ont pris de plein fouet. Et du coup, est-ce que c'est toujours une bonne situation de ça, développeur dans la tech? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes Non, Edouard, c'est pas le moment là. Il faut se dire qu'il y a entre 45 000 et 60 000 jeunes diplômés chaque année dans la tech. Mais il y a surtout eu 70 000 reconversions professionnelles dans la tech en 2022. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un gros pari, et ils l'ont fait à un moment où la tech se portait plutôt bien. Ce serait plutôt dommage de découvrir que finalement, cette voie, elle ressemble à une impasse. Donc, on va parler de l'écosystème tech, sous l'angle des startups, parce que c'est celui que je connais le mieux, et aussi parce que je suis tombé sur un super rapport que je vous propose de vous faire découvrir. Il a été écrit par Alexandre Dewez, il travaille en tant qu'investisseur, il fait partie de Euraseo. Mais je vais le laisser se présenter peut-être. Merci beaucoup de m'accueillir, ravi d'être là. Donc, moi, je m'appelle Alexandre, je suis investisseur chez Euraseo, je suis dans l'équipe Early Stage de Euraseo, donc on fait du seed, de la série A et de la série B dans toute l'Europe et on n'a pas de contraintes sur les secteurs et les business models dans lesquels on investit. On est dans plein de sociétés en France que vous connaissez, dont Malte, dont on est heureux actionnaire depuis la série B. On reviendra sur tous ces termes plus tard, si j'ai bien compris. Et dans l'équipe, j'ai pu travailler sur une vingtaine d'investissements qu'on a fait. Et sur les 20, il y a 7 boîtes avec qui je bosse au quotidien dans plein de secteurs différents. Oma dans le monde du gaming, Joe dans le monde de la food, Prismic dans le monde des CMS ou encore Fintecture dans le monde de la finance pour donner 2-3 exemples. Et en parallèle de mon quotidien d'investisseur chez Euraseo, j'écris beaucoup, donc j'ai une newsletter sur la tech qui s'appelle Overlooked avec plus de 8000 abonnés et je fais tous les ans un rapport sur la tech en France et là c'est la 4e année que je fais ça et c'est en partie de ça aussi dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que de façon macro, la bourse ne se porte pas si mal. Le Nasdaq, il a fait plus 52% en 2023, le S&P 500, il a fait plus 23%. Et là, je sais que, on va me répondre, déjà, c'est quoi le lien entre l'économie et la bourse? Et de deux, c'est quoi le Nasdaq et le S&P 500? Je vais commencer par la deuxième question, parce que c'est la plus simple. Le Nasdaq, c'est une bourse américaine. Vous savez, c'est le truc où on s'échange des actions d'entreprise. Et ça regroupe uniquement des entreprises tech US. Le Nasdaq, c'est donc l'endroit où on peut acheter des actions, Apple, Amazon, Meta, etc. Le S&P 500, c'est pas une place boursière, c'est un indice. En gros, c'est une sorte de score qui représente la valeur des 500 plus grandes boîtes américaines, quelle que soit la bourse sur laquelle on peut acheter leurs actions. Les entreprises dans le S&P 500, elles peuvent venir du Nasdaq, elles peuvent venir du New York Stock Exchange, et quand on parle de la valeur du S&P 500, en fait, on parle de la valeur des entreprises qui sont dedans. Et donc, ça représente grosso modo la valeur de l'économie américaine, qui est quand même la première économie mondiale. Alors, on est d'accord que l'économie peut parfois avoir l'air un peu décorrélée de la bourse. Une action, elle peut monter ou elle peut descendre sans qu'on ait l'impression que ce soit logique. Ça l'est en général, mais il y a un peu de... Mais en fait, ça montre la confiance des gens qui achètent des actions dans ces boîtes. Elles anticipent la valeur future de l'entreprise. Un petit scoop, l'économie, ça marche pas mal au moral. Si tout le monde vous dit que ça va bien, sous-entendu, si tout le monde veut acheter des actions, ça met de l'argent dans les entreprises, tout le monde se met à consommer, une sorte de climat de confiance généralisé, et ça se transforme en réalité. On pensait que ça allait bien, et par ricochet, ça va bien. L'inverse est vrai aussi. On pense qu'il faut vendre des actions, car les boîtes, elles sont en train de se casser la gueule, ou parce qu'il y a des événements un peu particuliers dans le monde. Les boîtes, elles ont plus accès aux capitaux, elles perdent aussi la confiance de leurs clients, qui commencent aussi à moins consommer, et ça se casse effectivement la gueule. Donc en simplifiant très fort, la bourse va bien, c'est plutôt un bon signe pour l'emploi. Un bon signe pour vous, pour moi, peu importe, mais que vous ayez une bonne ou une mauvaise opinion sur le fonctionnement de la bourse, c'est pareil. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Et comme dans toutes les histoires, une bonne nouvelle, elle vient souvent accompagner d'une mauvaise nouvelle. Et si on regarde dans le détail le rapport d'Alexandre, on note quand même plusieurs choses qui ressemblent un peu plus à des mauvaises nouvelles. Le premier truc dont on va parler, c'est l'accès au financement. Alors je simplifie, mais globalement, le financement, surtout pour les petites entreprises tech, ça se résume souvent au capital risque, les fameux venture capital, ou aux business angels. Alors ça peut venir aussi des banques, mais c'est plutôt rare, parce que les banques, elles prêtent assez peu à des startups, parce qu'en fait, elles comprennent pas vraiment le business, et c'est beaucoup trop risqué, quoi. Alors oui, je pourrais aussi parler du crowdfunding, du financement en fonds propres sur ses propres bénéfices, le fameux bootstrapping, mais ce sera l'occasion d'une vidéo complète plus tard. En tout cas, l'un des plus gros leviers de financement pour les boîtes tech, c'est le capital risque, donc des personnes comme Alexandre qui viennent placer de l'argent dans des entreprises. D'ailleurs, il vient d'où l'argent des VC?
Vous saviez, vous, que votre argent peut se retrouver chez eux? Bah, demandons à Alexandre. Alors donc les fonds d'investissement, ils investissent pas, c'est pas les gens qui sont dans le fonds d'investissement qui investissent leur propre argent. On lève des fonds avec, des tiers et donc en fait, il y a plusieurs typologies de tiers. Il y a des acteurs publics, donc la BPI, au niveau français, mais tu as aussi des acteurs publics, au niveau européen comme le FEI. Tu as des acteurs qui sont des institutionnels financiers, donc c'est, des banques et assurances en fait dont le métier est de placer de l'argent qui investissent aussi dans les fonds de VC. Tu as des corporates qui peuvent aussi investir dans des fonds de VC. Et la dernière catégorie, c'est des personnes individuelles. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que un fonds d'investissement comme Eurazeo va lever tous les 4-5 ans un nouveau fonds avec ces différentes typologies d'acteurs. Et puis après, on va aller investir ce fonds. Donc un fonds, ça a une durée de vie entre 10 et 12 ans, avec une première partie en fait où on va investir, qu'on appelle la période d'investissement qui dure entre 4 et 5 ans. Et puis après, une deuxième partie où les sociétés en portefeuille vont se développer et après, on va les revendre, que ce soit via une IPO, que ce soit via un M&A avec un corporate ou que ce soit en le vendant à un fonds de private equity. Alors, il y a deux métiers un peu différents par lesquels en fait votre argent peut se retrouver dans les fonds d'investissement. Il y a une première partie où en fait votre banquier personnel va vous proposer différents produits financiers et dans ces produits financiers en fait il peut y avoir des véhicules pour investir dans des fonds de private equity. En France, il y a ce qu'on appelle par exemple des FCPI qui sont des fonds communs de placement dans l'innovation où en fait les particuliers vont pouvoir investir pour s'exposer à la technologie d'un côté et pour avoir des abattements fiscaux de l'autre côté. Et donc ça, c'est un moyen de se retrouver investi dans un fonds d'investissement. Et après, il y a une deuxième branche chez une banque ou chez un assureur qui sont des métiers en fait où c'est des gens qui ont beaucoup en fait d'actifs sous gestion et ces actifs, par exemple les dépôts des particuliers dans le cas d'une banque, c'est pas des actifs qui restent dormants, c'est des actifs en fait que la banque ou l'assurance va placer. Et on va le placer dans plein de choses différentes, beaucoup de choses qui sont pas très risquées comme des obligations ou de l'immobilier, mais il va y avoir une petite allocation qui va être dédiée à des choses plus risquées. Et dans cette petite allocation, il peut y avoir du private equity, et dans le private equity, il peut y avoir en effet du venture. Donc c'est un peu les deux façons où l'argent qui dort sur votre compte d'un côté ou l'argent que vous placez de l'autre peuvent se retrouver dans un fonds d'investissement. Dans la première façon, vous êtes au courant du fait qu'il y a un fonds d'investissement dans lequel vous avez investi. Si vous investissez dans la FCPI de Eurazeo, c'est clairement le cas. Et dans l'autre cas, en fait, c'est la banque qui, en arrière-plan, se place l'argent qui sont sur vos comptes. Bref, vous l'aurez compris, les VC, ils ont un rôle important de financement pour les startups et les scale-up. D'où l'importance du rapport dont on est en train de parler. Il se trouve que les startups sont souvent sous le feu de l'actu, autant à cause des levées de fonds qui sont mises en avant, que par tout le buzz autour du mot licorne. Vous savez, les fameuses boîtes dont la valeur financière dépasse le milliard d'euros. Mais pourquoi on en parle autant des levées de fonds? Parce que, tout simplement, ce sont d'énormes montants qui sont mobilisés pour financer les entreprises. Et ça semble toujours démesuré. Mais en vrai, c'est une cacahuète par rapport aux montants échangés tous les jours sur les places foncières. Ces montants, s'ils nous paraissent, nous, énormes, parce que, bien sûr, vous et moi, on manipule pas ces sommes-là pour gérer notre budget de la maison. On a du mal à raisonner en millions d'euros. Mais c'est bien ce genre de somme qu'il est nécessaire pour pouvoir embaucher des centaines de personnes, pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir acheter des bureaux, louer des bureaux, et plein d'autres trucs, quoi. Et alors imaginez que si déjà on ne sait pas raisonner en millions, autant vous dire qu'on ne sait pas non plus le faire en milliards. Et c'est bien pour ça que l'attention médiatique, elle est souvent portée sur les licornes, parce que ce sont des fameuses boîtes qui dépassent la valeur du milliard. Justement, dans le rapport ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu 17 nouvelles licornes en 2021 en France. En 2023, 2. Si on regarde au niveau monde, il y a eu 86 licornes contre 340 et 721 les années précédentes. Alors pourquoi il y a eu moins de licornes? Déjà, il y a eu moins de levées et il y a eu moins d'argent mis dans les levées de fonds. Le montant de tout ce qui a été mis dans les startups en 2023 est en chute libre de 41%. Le nombre de levées est inférieur de 17%. Surtout, vous avez peut-être noté, je ne sais pas si vous suivez un peu la presse spécialisée, mais il y a eu moins de méga rounds. Alors un méga round, c'est une levée de fonds dont les montants dépassent 50 millions. Il y en a eu 61% de moins que l'année d'avant. Il faut se dire qu'il y a eu plus de 22 milliards d'euros investis dans l'écosystème tech entre 2021 et 2022, ce qui fait une moyenne de 11 milliards par an. C'est plus de 2 fois plus qu'en 2020.
et 3 fois plus qu'en 2018. C'est gigantesque. C'est l'équivalent du budget du ministère de la Justice. C'est gigantesque, mais en même temps, il faut relativiser, hein. C'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe sur la bourse. Et dans tous les cas, 2023, on est retombé à 6,8 milliards, soit 40% de dégringolade. Alors, tout n'est pas noir, hein, parce que l'investissement de 2023, il reste largement supérieur à ce qu'on avait avant 2021. Bon, mais là, on n'a pas vraiment avancé. Le financement, ok, c'est drastiquement réduit. Et pourquoi il y a moins d'argent disponible? Je vais laisser Alexandre répondre à cette question. Donc, la façon la plus simple de le résumer, c'est de dire que les taux d'intérêt sont inversement corrélés aux multiples qu'on peut voir en fait dans la tech. Donc, pour comprendre un peu le mécanisme qu'il y a derrière ça, il faut comprendre que les taux d'intérêt, ça va impacter le coût du capital de manière générale. Et donc, en fait, quand il y a un coût de capital qui est faible, ce que la majorité des investisseurs va chercher à faire, c'est à trouver de la performance financière en finançant des projets de plus en plus risqués pour pouvoir avoir un retour sur ce coût du capital. Et la tech et le venture, c'est les classes d'actifs les plus risquées dans lesquelles on peut investir. Et donc, du coup, en fait, on a eu pendant toute une période, on a eu une période en fait où les taux d'intérêt étaient très bas, si ce n'est à certains moments négatifs. Ce qui a conduit en fait beaucoup de capitaux à se déployer dans la tech et le venture pour pouvoir générer de la performance financière pour ces capitaux-là. Et en fait, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, c'est qu'il y a eu une remontée des taux d'intérêt très agressive aux États-Unis et en Europe pour pouvoir combattre une inflation qui commençait à arriver. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que les gens qui avaient des capitaux à déployer ont pu recommencer à déployer ces capitaux en gagnant pas mal de retours sur investissement dans des produits beaucoup moins risqués que la tech ou le venture. Par exemple, une obligation d'État, quand vous aviez des taux d'intérêt négatifs il y a quelques années, aujourd'hui, vous pouvez gagner plusieurs pourcentages sur les obligations d'État à long terme, sachant que ça, c'est un produit très peu risqué. Et donc, du coup, la conséquence de ça, c'est que ça a conduit beaucoup de capitaux à revenir sur ce type d'actifs moins risqués, et du coup il y a moins de capitaux disponibles pour des actifs plus risqués comme les startups. Et la conséquence de ça, c'est que c'est devenu beaucoup plus compliqué pour plein de sociétés de lever des fonds. Je pense que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que au-delà de c'est devenu plus compliqué de lever des fonds, le capital, quand il se déploie, il a une volonté de pouvoir avoir des retours sur investissement plus rapides quand il y a des taux d'intérêt plus hauts. Et ce que ça veut dire très concrètement dans la tech, c'est que le capital va chercher à s'investir dans des actifs où la profitabilité est là ou est plus proche. Et donc, on a eu vraiment tout ce changement de paradigme aussi dans la tech, en plus du fait que le capital soit moins disponible, vers un paradigme où il faut croître à tout prix le plus vite possible et à tous les coûts possibles, à un monde en fait où il fallait être plus proche de la rentabilité dans sa croissance. Si vous avez compris ce que vient de dire Alexandre, l'inflation a provoqué une hausse des taux d'intérêt, rendant moins attractif l'investissement capital risque et diminuant fortement les fonds disponibles. Et c'est vraiment pas anodin ce qu'on dit là. Il y a moins d'argent disponible, parce qu'il y a d'autres moyens efficaces de le faire fructifier. Et si on fait le lien avec le rapport d'Alexandre d'ailleurs, il y a un slide qui me paraît intéressant. 57% des entreprises prévoient de faire un tour en 2024, car elles sont en manque de liquidité. Et dans un monde où l'accès aux fonds est beaucoup plus limité, c'est impossible qu'elles y arrivent. Donc, ça sent quelques petits soucis en 2024. Et là, je vais essayer d'expliquer 2 notions pour que ce soit plus clair. Les multiples de valorisation et le down round. Une entreprise A, mettons qu'elle lève 200 millions en 2021. En 2021, les investisseurs, ils ont estimé que la valeur de la boîte était 10 fois la valeur de leur chiffre d'affaires. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule la valeur d'une startup. On prend son chiffre d'affaires annuel et on le multiplie par un chiffre qu'on appelle le multiple. On va chercher très loin. Et ce multiple, il sort pas de nulle part. Bon, c'est pas non plus rocket science, mais il y a quand même un petit peu de logique derrière. En très gros, c'est censé refléter la valeur future de l'entreprise. Une entreprise tech, elle vaut plusieurs fois sa valeur actuelle, car on estime que grâce à la technologie, elle sera en mesure de générer plusieurs fois sa valeur dans le futur. Alors, c'est une forme de pari, oui, ça sort pas non plus du chapeau. Ça se base sur l'historique des transactions qui ont été faites dans le passé sur des boîtes similaires. C'est-à-dire que le multiple des boîtes crypto n'est pas le même que le multiple des marketplaces de bricolage ou que le multiple des boîtes d'IA. Ok, donc maintenant qu'on a ce multiple en tête,
Si par exemple l'entreprise elle faisait 100 millions de chiffre d'affaires, on va dire qu'elle est valorisée 1 milliard. Les VC, qui ont financé une levée de 200 millions, ils ont acquis 20% de l'entreprise. Cependant, imaginez que la façon de valoriser une entreprise, elle change en 2024. Que désormais, on considère que le multiple n'est plus que de 1. Si l'entreprise elle souhaite relever 100 millions en 2024, elle repasse devant les investisseurs, avec peut-être 200 millions de chiffre d'affaires cette fois-ci. Bah, c'est une super performance. Elle a fait x2 par rapport à 2023. Et ces 200 millions, ils sont désormais valorisés 200 millions, et non plus 1 milliard. Donc le VC qui verse 100 millions, il s'accapare de 50% de l'entreprise. L'ensemble des anciens actionnaires, évidemment des fondateurs, se dilue. Et donc ils perdent tous du poids sur les choix faits dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle communément un down round, ou un tour à la baisse, et c'est souvent une grosse perte d'autonomie pour une entreprise. Ça peut s'accompagner de moments un peu difficiles aussi. C'est en substance ce que dit Alexandre ici. Les objectifs fixés par les investisseurs, ils vont tourner beaucoup plus autour de la recherche de profitabilité, pas autant qu'avant sur la croissance. Et donc, toutes les boîtes sont en train de prendre les devants pour éviter d'avoir à faire des tours à la baisse et atteindre plus vite l'indépendance financière. Et ça fait l'Oreo, la profitabilité, ou gagner plus que ce qu'on perd. Parce que je crois que je vous apprends pas grand-chose, mais il y a énormément de startups et scale-up qui sont juste pas rentables aujourd'hui. En fait, elles ont financé leur croissance avec des fonds externes, mais jusqu'à présent, elles réinvestissent tout dans cette croissance. Mais là, ça n'a plus être possible. Bref, pour tout le monde, 2024 va devoir être l'année où chacun montre son plus beau plumage et surtout atteigne la rentabilité pour ne plus dépendre des levées de fonds et garder son indépendance. Ce qui va se passer en 2024, enfin ce qui s'est déjà passé en 2023 et qui va continuer à se passer en 2024, c'est que les entreprises vont devoir limiter la casse et ne pas retourner sur le marché pour aller lever de l'argent, pour éviter d'être réévalué et de perdre le contrôle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on est en train de vivre une fin de cycle. Le cycle, il a démarré post-crise des subprimes en 2008, parce que après cette crise, il y a eu un truc qui s'est produit et qui est assez historique. L'inflation, elle a été quasi nulle, et donc les taux d'intérêt aussi. Vous avez eu des taux d'intérêt négatifs à long terme, c'est-à-dire que vous perdiez de l'argent, enfin, les banques perdaient de l'argent quand elles empruntaient. Pour éviter ça, il y a beaucoup de capitaux qui ont été envoyés vers le capital risque. Les 10 dernières années, elles ont vu naître 80% des licornes actuelles parce qu'il y avait beaucoup d'argent sur le marché, et ça s'est pas mal amplifié en 2020. Mais ce premier cycle, il arrive sur la fin. 10 ans, c'est long. Et ça veut dire qu'on va rentrer dans une phase de maturité pour beaucoup de startups qui ont été créées dans les dernières années. Pas qu'une question d'ailleurs de fin de cycle par rapport à l'inflation, etc., etc. Juste que 10 ans, c'est très long. Et quand je parle de maturité, j'entends plusieurs choses. D'abord, il va y avoir des concentrations d'entreprises. Il faut bien comprendre que pendant les périodes de crise, il y a plein de boîtes dont tout à coup, on va se rendre compte qu'elles sont en mauvaise santé ou pas aussi flamboyantes que prévu. Je sais pas si vous connaissez le fameux dicton, quand la mer se retire, on voit ceux qui nageaient nus. Eh bien, ça, c'est exactement ce qui va se passer. Mais un rachat, c'est pas forcément négatif. C'est la trajectoire, finalement, la moins pire pour une entreprise parce qu'une partie des emplois sera préservée. Bon, il y a toujours de la casse. Si vous faites partie aujourd'hui de ces boîtes-là, justement, qui ont été rachetées, peut-être que vous vous en rendez compte. Dans une fusion, c'est toujours comme ça. Et c'est mieux qu'une boîte qui ferme, comme Luco, par exemple. Et ça peut aussi créer les big tech de demain. Si vous avez un peu suivi, c'est exactement ce qui s'est passé avec les big tech US nés entre 2008 et 2009, et qui sont les gros poissons d'aujourd'hui. On pense à Stripe, Square, Uber, Pinterest, Instagram. Et donc, c'est tout ce que je peux souhaiter aux startups en 2024. Mais pour ça, il va falloir faire partie des survivants. Quand je parle de maturité, je pense aussi à toutes les entreprises qui vont passer de la folie de la croissance à bruit vers une recherche de stabilité. Et dans ce rapport, moi, il y a un slide que j'aime bien, qui illustre pas mal. On commence à avoir beaucoup de fondateurs qui passent la main. Parce que créer une boîte, c'est une chose. L'amener à devenir une licorne en moins de 10 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une énorme perte. Mais alors préparer la suite, que ce soit une IPO, une entrée en bourse, ou une acquisition, ou le fait de créer une entreprise plus stable aussi, ça ne demande pas les mêmes personnes. S'il y a un cycle qui se clôt, c'est peut-être aussi qu'il y a un autre cycle qui démarre. Et à ce titre, il y a un passage que j'ai bien aimé, c'est celui sur l'IA. Voilà, comme dans toutes les crises, c'est rarement uniforme, c'est pas tous les secteurs qui sont en crise. Et il y a eu justement 2 méga rounds en 2023, dont un pour une entreprise d'IA, c'est Mistral. Et ce slide, je le trouve super intéressant. Il faut se dire que OpenAI a fait x6 sur ses revenus en 1 an. C'est énorme. Copilot, c'est 100 millions de revenus en 1 an. Midjourney, 200 millions de revenus, pareil, toujours en 1 an. Ces chiffres, ils sont astronomiques. Combien de boîtes peuvent arriver à faire de 0 à 100 millions en 1 an? Très très peu. En face de ça, on voit des impacts sur d'autres entreprises et à plutôt grande échelle quand même. Par exemple, Fiverr et Upwork, qui sont beaucoup orientés sur des petits deals facilement remplaçables, ils sont clairement touchés. Stack Overflow, eux, ils annoncent une perte de vitesse, on le voit, leur trafic qui baisse, et on peut supposer que c'est lié à tout ce qui est ChatGPT, Copilot, etc. Donc oui, le marché est en train d'être largement rebattu, et ça touche pas mal de métiers. BCG, c'est l'un des plus gros cabinets de conseil du monde, ils annoncent des énormes gains de productivité pour leurs consultants liés à l'IA, et pas trop les. Est-ce qu'il faut voir un lien avec les grosses vagues de licenciements qu'il y a eu dans les boîtes de conseil en 2023 ? C'est pas impossible quand même. Et je trouve que ce slide-là, il est assez intéressant à cet égard.
parce que toutes les industries confondues, on estime que c'est 25% des tâches qui pourraient être automatisées. En ingénierie, on atteint les 37%. Moi, je fais partie des personnes qui utilisent beaucoup d'IA générative. Ça m'aide dans mon quotidien de dev, dans le montage aussi, dans la génération d'images. Les changements, ils sont encore nombreux. Alors, est-ce que c'est l'apocalypse qu'on nous vend? Je sais pas, parce que de la même façon, on a eu dans le passé des ruptures. Je pense au mobile, à Internet, je parle vraiment que de l'ère moderne. Donc la vraie question, c'est à quelle vitesse ça va créer plus d'emplois que ça va en détruire. On est en plein dans ce qu'on appelle le processus de destruction créative. Et la vitesse à laquelle ça se produit est peut-être inédite quand même. Je ne sais pas ce que sera le paysage économique dans 4-5 ans, si la planète n'a pas cramé avant, mais en tout cas, je ne serais pas surpris qu'il soit très différent de l'actuel. Et la France n'est pas si mal placée dans l'histoire, parce qu'avec notamment Mistral AI, Dataiku, Kingface, pas mal. Bon, après, moi, ma prédiction, c'est que ce secteur, il va être aussi très chaotique. Il va y avoir de la casse, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas besoin de 15 outils d'assistance au dev, de 10 modèles de LLM, je ne sais pas combien de générateurs d'images, etc. Et je parle même pas de toutes les boîtes qui surfent sur le mot IA dans leur présentation, alors que franchement, derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc, attendez-vous quand même à un peu de casse dans le futur. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui vont se créer, qui vont faire le buzz, et qui vont crever, mais alors dans des intervalles hyper courts. Est-ce qu'on peut parler de bulle? Oui, c'est pas impossible quand même, les montants qu'on a dépensés en très peu de temps, ça allait très vite, et ça repartira peut-être aussi très vite pour les perdants. Par contre, je pense pas que ça fasse comme la crypto. On n'a pas laissé beaucoup de marques dans le monde réel après plus de 10 ans d'existence. Alors, comment ça peut vous impacter tout ça? Si vous avez bien suivi, il y a moins d'argent disponible. Et globalement, en 2023, c'était pas la fête. Alexandre, il donne quelques pronostics sur 2024. Il parle de stabilité par rapport à 2023. Alors 2023, c'est pas une super année, faut lire entre les lignes. Ça veut dire que 2024, ça va pas non plus être incroyable. D'une part, il y aura toujours un peu une pénurie d'opportunités. Ça veut pas dire aucune opportunité. Encore une fois, la crise, c'est pas uniforme, machin, etc. C'est resté attractif, mais il y a quand même eu 420 000 licenciements en 2023, ça veut dire 2 fois plus qu'en 2022. On se concentre uniquement sur les licornes, il y a eu 2% de réduction d'employés en moyenne. Et après, quand tu regardes ça dans l'autre sens, il y a quand même toujours plus de 25% par rapport au nombre de personnes qui travaillent dans les licornes en 2021. Donc, le marché est tendu, et aussi on va avoir des salaires moins hauts. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les licenciements, ils sont liés à des entreprises qui sont en recherche de profitabilité, de meilleure rentabilité. Cette année, elles vont pas investir dans le recrutement. Mais c'est aussi lié au nombre de banqueroutes qui a explosé. Il y a plus 60% de banqueroutes par rapport à l'année d'avant. Et c'est pas des petits. Parce que dans ceux que vous connaissez peut-être, on peut parler de WeWork par exemple. Une conséquence indirecte, c'est aussi moins de compétition de ces boîtes entre elles. Pour recruter, je parle. Donc, d'une part, parce que les besoins généraux de recrutement, ils ont baissé, mais aussi parce qu'elles vont avoir le choix sur le marché entre toutes les personnes qui ont été licenciées dans les autres entreprises. Et ce sont des gens avec beaucoup d'expérience qui sont bons. Donc, qui dit moins de compétition, dit aussi moins de pression sur les salaires. Et peu importe l'inflation. En fait, c'est naïf de penser que l'inflation, elle augmente, donc les salaires, ils augmentent. Plutôt été l'inverse, ces dernières années. Enfin, autre conséquence indirecte, le focus de la plupart des boîtes, je l'ai dit, ça va être la rentabilité. Donc, tout ce qui peut marcher à court terme. Donc, elles vont devenir beaucoup plus regardantes sur les dépenses. Pu être dans l'investissement à tout prix. Et notamment, moi je vois un truc, c'est les coûts cloud et SaaS en général. Je pense que vous avez compris qu'en 2024, c'est pas la meilleure période pour lancer un super SaaS B2B. Et en fait, ça, c'est un peu plus insidieux comme conséquence parce que si votre boîte elle investit moins dans le cloud et les SaaS, ça veut dire que ces boîtes-là vont faire moins de chiffre d'affaires. Et je pense que vous avez compris dans quelle mesure ça fait un peu un cercle vicieux aussi. Au-delà de ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas juste une crise passagère. Et on va revenir dans le monde d'avant juste après. Non, il y a beaucoup de signes qui semblent indiquer un changement de cycle. Si vous êtes arrivé sur le marché de l'emploi dans les 10 dernières années, vos références d'un monde tech où globalement l'argent il est plutôt facile d'accès, où les entreprises sont concentrées sur l'investissement en permanence, attention à ne pas penser que c'est la normalité. Ça marchait pas comme ça les 10 années d'avant, les 10 années d'avant, etc. C'est-à-dire que par exemple, on résolvait pas tous les problèmes en embauchant à chaque fois. Ouais, petit truc. Bon, quoi qu'il en soit, 2023, c'est une chose, et on sait que 2024 sera encore une année difficile. Mais malgré tout, j'ai envie de conclure sur une note un peu plus positive. Il y aura des bonnes nouvelles, parce que plusieurs des entreprises créées dans les dernières années, elles font aussi désormais partie du paysage. Et que mine de rien, l'écosystème tech, en France en tout cas, il a énormément gagné en maturité. Et ça va profiter aux prochaines pépites des 10 prochaines années. Les compétences qui ont été acquises dans l'ensemble de l'écosystème, elles vont rejaillir un peu partout. Puis, il y a plein de nouveaux usages qui vont rester encore à découvrir, notamment autour de l'IA. Pour tout le monde, il va y avoir des opportunités. Mais il va falloir un peu éviter les gouttes, certainement. Et donc, à la question... est-ce que c'est encore une bonne situation, ça, développeur? Vous savez, moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie, aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Vous êtes assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas un interlocuteur en face. Je dirais le miroir que vous allez avancer. Alors, ça
C'est pas mon cas, parce que, comme je le disais là, puisque moi, vous ne savez plus. Et je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse la vie.